tourner vers votre voisine Sylvie Zedman. Nous le disions, donc vous êtes conservateur du patrimoine, directrice du musée du Général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin. En un mot, pour qu'on puisse comprendre aussi vos rôles respectifs, l'architecte dont on peut connaître le rôle, vous en tant que directrice du musée, qu'est-ce que vous attendez d'un musée, de votre musée? C'est quoi un bon musée pour vous? Est-ce qu'il s'agit de faire, avec ce déménagement, des milliers, des centaines de millions d'entrées? Est-ce qu'il s'agit de vendre beaucoup de bloc-notes à l'effigie du musée? Ou alors est-ce que c'est une reconnaissance de la communauté scientifique, par exemple, sur les questions que vous traitez dans le musée? Je crois que vous posez très bien la question, en fait. Qu'est-ce qu'on attend d'un musée? Qu'est-ce qu'on en attend? Alors déjà, effectivement, je vois qu'il y a ici une soixantaine de personnes. Ces 60 personnes viendront avec plaisir dès l'ouverture, donc on est assuré déjà d'un grand succès. Mais non, plus sérieusement, ce qui me semble très important aujourd'hui, en fait, c'est que le musée arrive à établir un dialogue avec ses visiteurs. Alors, c'est pas simple du tout, hein. On a entendu la définition du musée. Un musée, c'est un espace d'éducation et de délectation. J'adore ce mot. C'est un endroit où, supposément, on devrait avoir plaisir. Et donc, dans certains musées, ça paraît très évident. Dans les musées d'histoire, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, d'autant plus que nous allons parler d'une période un petit peu sensible, et puis pas très joyeuse, il faut bien le dire, qui est la période de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, notre parcours va s'ancrer sur le parcours de deux hommes, Jean Moulin d'une part, et puis Philippe Leclerc de Haute-Cloque d'autre part, qui s'appelle en fait Philippe de Haute-Cloque et qui va devenir Leclerc dans la clandestinité. En fait, pour protéger sa famille, il prend un nom d'emprunt. Et donc, au travers du parcours biographique de ces deux hommes, faire comprendre l'histoire de l'occupation et puis faire comprendre la libération, avec tous les enjeux économiques, politiques, sociaux que cela induit. Alors, le musée sera réussi, effectivement, si on arrive à faire en sorte que les visiteurs se délectent, apprennent quelque chose, oui, c'est sûr, mais qu'ils en ressortent aussi avec l'envie de plus, l'envie de poser des questions, l'envie d'aller chercher plus loin, l'envie de nous questionner, parce qu'on est là pour eux. Et ça, si on arrive à établir ce dialogue et cette coopération entre public, conservateurs, historiens, eh bien, on aura réussi notre musée. Vous disiez à l'instant un public que vous voulez qu'il soit à votre rencontre aussi, ce public qui vous interpelle d'une certaine manière. Est-ce que dans le programme, vous aviez prévu initialement, peut-être avant même de savoir que le musée allait prendre place ici, des espaces, en plus ceux dont on parlait tout à l'heure, des réserves visitables? Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé à un moment, ou alors dès le début, ce musée, vous l'avez... Quand on construit un musée, quand on déplace un musée comme vous le faites, dès le début, on a un programme fixe et on s'y tient de bout en bout? Et il y a des incontournables, hein. On a vu qu'un musée, il a des fonctions, des fonctionnalités pour fonctionner. Et donc, il y a des parties administratives, bien évidemment, hein, on est une administration. Il y a tout ce qui est dédié au travail scientifique. Donc il faut des réserves pour conserver, il faut des espaces pour pouvoir étudier les collections. Vous avez vu que le programme est particulièrement contraint, donc tous ces espaces vont être assez contraints. Néanmoins, ils vont exister. Et puis, nous sommes un musée d'histoire. Alors, un musée d'histoire, c'est aussi un endroit où les œuvres qui sont proposées, qui sont présentées au public, qui sont conservées, ne sont pas forcément des œuvres d'art, mais très souvent des petits objets, des objets de peu, mais qui détiennent une part de notre histoire.
Et donc, ces objets-là, en fait, ils attisent la curiosité, et la curiosité notamment des documentaristes et des chercheurs. Et donc, nous avons une fonctionnalité très importante, qui est celle de centre de documentation. Nous avons déjà un centre de documentation dans les espaces à Montparnasse, et là, il était important qu'on retrouve un centre de documentation pour assurer cette fonction de présentation en petit comité, si je puis dire, des œuvres. Et nous avons une fonction, alors ça c'est aussi une caractéristique assez étonnante, c'est qu'en définitive, on nous approche aussi pour des questions pratiquement généalogiques. C'est-à-dire qu'on est très souvent approché par des gens qui sont en recherche de leur passé et qui ont eu un père, un grand-père, un arrière-grand-père résistant, ou le plus souvent dans la 2e division blindée, et qui viennent vers nous pour essayer d'avoir plus d'informations. Et donc on a ce côté un petit peu... on participe à la recherche généalogique aussi. Donc on a un public extrêmement varié, avec un point d'orgue pour ce musée d'histoire, c'est le public scolaire. Et pour continuer sur cette idée du dialogue que vous cherchez à avoir avec vos visiteurs, le dialogue, il passe aussi par la manière dont on présente les œuvres, donc la scénographie, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec vous, Christophe Battard. Vous, qu'est-ce que vous avez demandé à l'architecte et peut-être aussi au scénographe sur la présentation des œuvres? Est-ce que vous attendez qu'on vous fasse des propositions, ou bien il y a quand même des choses qui sont à la naissance du projet scénographique et qui viennent de vous, pour le coup? Alors, en ce qui concerne les espaces de conservation, on va commencer par là, ce que je demande à un architecte, c'est de les positionner de façon à ce qu'ils soient le plus protecteurs possible par rapport aux collections, c'est-à-dire pas dans le sous-sol, parce qu'il y a des risques d'humidité et donc d'infestation, pas non plus dans le grenier, parce qu'il y a des risques d'inondation aussi, et puis pas trop à proximité des canalisations. Voilà, ça fait partie d'un programme qui est généralement demandé par rapport aux réserves. Il y a des conditions aussi climatiques qui sont demandées et qui sont très importantes pour conserver toutes les collections dans de bonnes conditions. Et ça se retrouve au niveau du parcours. C'est-à-dire que notre parcours, eh bien, il faut que l'architecte entende et que le scénographe entende aussi qu'il y a besoin de conservation préventive. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met les œuvres, et c'est très important de mettre toutes ces œuvres et ces documents, de les présenter au public, mais il ne faut pas que cette présentation les détériore trop. Ça les détériore toujours, hein, mais il ne faut pas que ça les détériore trop. Et donc, il faut pour cela avoir des conditions climatiques aussi, soit dans les vitrines, soit au niveau du parcours, qui soit étudié justement dans cette configuration-là, et aussi la question de l'éclairement. Donc là, on a vu que dans ce projet, c'était vraiment, parfois, ça pouvait être un souci, l'éclairement. Et de la même manière, certaines pièces sont particulièrement basses de plafond, ce qui est un autre souci, c'est-à-dire qu'une scénographie, ça s'accompagne aussi d'un ensemble de techniques qu'il faut pouvoir dissimuler. Hein. En général, on ne l'expose pas, sauf à Beaubourg. Mais pour le dissimuler, il faut de la place. Et donc, toutes ces contraintes-là, il faut qu'on soit en cohérence pour les prendre en compte. Voilà, on parlait tout à l'heure des vitrines, des objets qui sont présentés en vitrine, d'autres qui sont dans une pièce. C'est vraiment selon le type d'objet et selon sa capacité à se détruire facilement. Peut-être on va privilégier des vitrines pour des objets fragiles, on le laisse à l'air libre. Oui, il y a les deux dans le musée qu'on va découvrir. C'est très important d'étudier ça, mais il y a aussi, et ça c'est fondamental, le rapport au visiteur. C'est-à-dire que le visiteur, s'il est trop loin d'un objet, cet éloignement, c'est l'éloignement du récit aussi. Il ne faut pas qu'il soit trop loin de ce qu'on veut lui raconter, le visiteur. Il faut qu'il soit en empathie avec le discours. Et donc pour ça, il faut aussi savoir quel est
la bonne distance entre ce qu'on lui propose et ce qu'on lui raconte. Une dernière question avant qu'on close cette soirée avec vos questions à vous pour terminer. Sur l'évolution du musée, on a vu tout à l'heure dans la présentation de Noémie Drouguet l'évolution des musées, l'intérêt croissant pour ces espaces annexes notamment. Comment est-ce que vous l'imaginez est-ce que vous l'avez imaginé, le musée, en écrivant son programme aujourd'hui, dans 10 ans ou plus encore? Comment est-ce qu'on envisage le vieillissement d'un musée comme ça? Comment est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver, est-ce qu'on risque peut-être de se retrouver dépassé et de devoir, dans 30, 50 ans, revoir la scénographie? C'est quoi vos échelles de temps pour vous? Mais moi, je crois qu'un musée, il doit vivre. Et donc, c'est le musée, dans l'espace dans lequel on est actuellement, il a ouvert en 1994. C'est pas si loin à l'échelle d'un équipement, en 1994. Et ben, à l'échelle d'une scénographie, c'est long, en fait. Les attentes du public, elles changent, elles évoluent. On essaye d'en tenir compte. Et ce qu'on propose doit être vraiment à la fois en phase avec un propos scientifique qui lui aussi change, hein. Il faut pas l'oublier, ça. C'est qu'avec les recherches qui sont de plus en plus abouties, certaines archives qu'on interroge différemment, il y a tout le discours scientifique qui devient plus précis, et d'autres choses. On interroge toujours les archives et l'histoire de là où on est. Ça, c'est une constante. Pour vous dire, actuellement, les grands musées britanniques interrogent leur histoire du point de vue de la fondation de l'Europe. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui leur parle, c'est ça qui les intrigue et c'est ça qu'ils veulent mettre en espace aussi. Et donc, nous, on interroge de là où on est. Et il est certain que dans le discours scientifique, on aborde des choses différemment qu'il y a 20 ans, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Hein. Moi, je vous dis, les choses changent très vite et les questions qu'on pose à l'histoire changent aussi très vite. Et donc, du coup, c'est normal que le discours changeant, et puis les collections entrant, on se renouvelle tout le temps. Eh ben, on a envie aussi de les faire parler différemment. Donc, la scénographie aussi doit s'adapter à ça, et puis, au final, eh ben, changer. Merci beaucoup Sylvie Zedman. Donc, je rappelle, vous êtes directrice du Musée Général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris.